Icône de la transition énergétique, les éoliennes se sont en quelques années immiscées partout. Au sein de nos campagnes, près des clochers, au milieu des vignes, bientôt au large de nos côtes. Elles sont aujourd'hui près de 8000. Mais derrière leurs inaugurations triomphantes, la révolte gronde. Depuis 20 ans, une frange toujours plus importante d'opposants tente de se faire entendre. Experts aux riverains, ils dénoncent leur faible efficacité énergétique, la dégradation des paysages, la perte de valeur des biens ou la mainmise des fonds de pension. Qu'en est-il exactement ? Le vent serait-il en train de tourner ? L'histoire de l'humanité se confond avec celle des énergies, que une à une nous avons maîtrisées pour façonner le monde à notre image. Très tôt, le vent a été exploité afin d'en extraire de l'énergie mécanique. Dès l'Antiquité pour la propulsion des navires, puis par l'intermédiaire des moulins à vent que les Perses utilisaient pour moudre le grain. Les débuts de la révolution industrielle s'effectuent au XIXe siècle, où l'essor progressif du charbon redessine le monde. Ce que l'on connaissait sous forme de feu, de force des êtres vivants, devient une puissance invisible, aux possibilités innombrables. Historiquement, ce que l'humanité a fait, ça n'est pas de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est bien l'inverse. Les énergies renouvelables sont celles qui ont accompagné notre espèce pendant la quasi-totalité de sa vie, jusqu'à il y a 2 siècles. Le vent est une énergie diffuse, non pilotable. On ne contrôle pas le vent, on ne commande pas Éole. Et donc c'est bien parce que le vent avait ces caractéristiques physiques intrinsèques qu'on ne changera pas, que l'énergie fossile est la seule qui a permis le développement de l'ère industrielle. La France n'a pas d'énergie sur son territoire. On avait un peu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait compter sur le charbon. Donc la politique française, à l'époque on était une économie plutôt fermée, c'était de compter sur le charbon et tout de suite de faire un grand programme hydraulique. On a construit les grands barrages. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est exsangue. Tout est à reconstruire. Pour moderniser le pays, le tout nouveau service public de l'électricité doit créer des moyens de production et électriser le territoire. Entre 1950 et 1970, la consommation d'électricité quadruple. Le progrès ne passe plus inaperçu. Tirez le meilleur de vos kilowattheures, c'est un conseil d'Électricité de France. En octobre 1973, les pays arabes producteurs de pétrole annoncent un rationnement de leur production et une hausse brutale des prix. Pour une économie française dont le pétrole importé représente alors les 2/3 de la consommation énergétique, ce renchérissement soudain conduit à la recherche d'énergies nouvelles. Nous avons pris une décision très importante, de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires. Pour y remédier, le plan Messner allait dès l'année suivante lancer un ambitieux programme de construction de 4 à 6 réacteurs nucléaires par an. En plus de retrouver une part de son indépendance énergétique, la France se dotait sans même le vouloir d'une des énergies les plus décarbonées du monde. Les Français estiment que les énergies nouvelles ont autant d'avenir que l'énergie nucléaire. C'est ce qui ressort d'un sondage tout à fait passionnant. Quand on leur demande de choisir parmi les énergies nouvelles, bien sûr, celle qui a le plus d'avenir, 16% des personnes interrogées donnent l'avantage au solaire. Ensuite, leurs préférences vont à l'énergie éolienne. 13% d'entre eux croient à son avenir. Alors que les mouvements écologistes montent peu à peu en puissance et que les grands sommets environnementaux se multiplient, au niveau des changements, on en reste encore aux déclarations d'intention. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Les premières mesures de libéralisation du marché de l'électricité rentrèrent en application à la fin des années 90. Au nom du principe de libre concurrence,
l'Europe obtenait la fin du monopole de production et de distribution d'EDF. En gros, de la guerre à 1995, les prix de l'électricité n'ont fait que baisser en France. La sécurité d'approvisionnement n'a fait qu'augmenter, l'indépendance énergétique n'a fait qu'augmenter. Et donc, EDF était une entreprise florissante, qui a essentiellement bénéficié à ses clients, qui étaient à l'époque des usagers. Les services conseils EDF, nous devons plus que la lumière. Les Français, quand on les interrogeait dans les années 90, on va ouvrir à la concurrence. Ils disaient, mais nous, on est contents du système. Les industriels français étaient contents du système. C'était pas vrai partout. En mars 2000, le chancelier allemand Gerhard Schröder votait une loi garantissant aux producteurs d'énergie renouvelable un tarif d'achat supérieur à celui de l'électricité conventionnelle. Quelques mois après, le député Yves Cochet remettait au Premier ministre Lionel Jospin un rapport préconisant d'adopter la même mesure. Ainsi, en 2001, ce prix est fixé pour 15 ans à 82 € du mégawattheure pour un prix de marché de 35 €. La différence sera payée par EDF. Autrement dit, nous tous. La libéralisation du marché de l'énergie et l'octroi de ce prix de rachat garanti allaient créer une véritable ruée vers l'or. Mais, en dépit des avantages accordés, cela n'allait pas encore assez vite. La France est très en retard en matière d'énergie renouvelable. La France, très en retard pour les énergies vertes, justement. La France, on l'a entendu, très en retard dans ce domaine. Pour rattraper le supposé retard, les éoliennes allaient bénéficier d'un franc coup de pouce de l'Union européenne, qui allait mettre en place le paquet climat en janvier 2008. Écoutez, ce qui se passe là est vraiment historique. Il n'y a pas un continent au monde qui ne se soit doté de règles aussi contraignantes que celles que nous venons d'adopter à l'unanimité. Entre autres mesures, le paquet climat imposait des objectifs identiques de développement d'énergie renouvelable à tous les pays, sans prendre en compte leurs particularités. Plaçant ainsi sur le même plan la France, qui produit une électricité décarbonée à plus de 90%, avec l'Allemagne, qui figure parmi les plus gros émetteurs de CO2 du monde. Mais on ne laissera pas passer la technologie éolienne, on serait les seuls au monde, voilà. Après avoir été un peu partout vanté, le développement des éoliennes allait réellement prendre de l'ampleur avec l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Il est temps de remettre la production avant la spéculation. Il est temps d'engager la transition énergétique et écologique. Il s'agit d'engager le pays tout entier dans la voie de la croissance verte, à la fois grâce aux énergies d'avenir, grâce aux emplois créés dans les services et les industries vertes. Et là, je demande aux citoyens d'être un peu plus ouverts d'esprit parce que beaucoup sont opposés aux éoliennes, aux panneaux solaires, etc. etc. Simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude des éoliennes, ça les perturbe. Et je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'empêcher l'installation d'éoliennes ? Sans rire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la rationalité technologique, la rationalité économique, elle est du côté des énergies renouvelables ou des économies d'énergie. Donc on a gagné la bataille du réalisme, de la rationalité. Nous pouvons rendre notre société plus saine en investissant dans les énergies renouvelables grâce à une relance verte. Nous sortirons de cette crise plus forts et en meilleure santé. Ainsi, depuis près de 20 ans, il est de fait inscrit dans la loi et dans les esprits qu'en plus de garantir de l'emploi et de faire baisser les factures, les éoliennes participent activement à la réduction des gaz à effet de serre. Allons voir d'un peu plus près ce qu'il en est réellement. L'électricité française est produite à environ 70% par du nucléaire, 11% par de l'hydraulique, 7% par du gaz, 2% par du solaire et à 6% par des éoliennes. Premier exportateur européen d'électricité, la France n'en reste pas moins limitée par la physique. L'électricité ne se stocke pas. Alors le stockage de l'électricité est un problème qui est un problème difficile depuis qu'on manipule l'électricité parce que l'électricité physiquement
se définit comme un électron en mouvement. D'accord ? L'électricité, c'est un électron qui circule dans un métal, enfin dans un matériau conducteur, disons un métal. Donc stocker l'électricité en tant que telle, on ne sait pas faire. C'est physiquement impossible. Pour stocker de l'électricité, en fait, on est obligé de transformer l'électricité en autre chose. Ce qu'on sait faire le plus facilement dans un réseau électrique, c'est que cette autre chose soit de l'eau remontée en altitude. Donc le stockage le plus courant dans les réseaux électriques, c'est ce qu'on appelle des barrages réversibles. La quantité de pompes qu'on a installées pour remonter de l'eau en altitude dans les barrages, c'est 2% de la puissance de production. Donc c'est totalement anecdotique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour la production, on a besoin de moyens qu'on appelle pilotables, parce qu'on ne peut pas se dire « ça produit quand ça produit », et c'est pas grave, parce que je vais stocker quelque part, et puis du coup, quand j'en aurai besoin, je déstocke. On ne peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que la totalité des réseaux électriques dans le monde ont tous été faits de la même manière. C'est des réseaux descendants avec des moyens pilotables. Donc en tête de réseau, vous avez des moyens où vous tournez le bouton, ça produit plus. Alors vous pouvez tourner le bouton dans des barrages, on comprend bien que ça produit plus. Vous pouvez tourner le bouton dans une centrale à gaz ou dans une centrale à charbon, ça produit plus. Et en France, on sait aussi faire des réacteurs nucléaires où vous tournez le bouton et ça produit plus. Tous les pays du monde ne savent pas, mais nous on sait faire ça. Non stockable, l'électricité éolienne est également intermittente. Les éoliennes commencent généralement à fonctionner lorsque le vent atteint 10 km/h. Mais elles ne produisent alors qu'une fraction infime de leur puissance installée. Ce n'est en réalité qu'entre 50 et 90 km/h de vent qu'elles atteignent leur pleine capacité de production. Au-delà, on les arrête. En ce qui concerne le nombre d'heures de fonctionnement, les centrales renouvelables sont très mal placées. Elles fonctionnent un petit nombre d'heures par an. Sur les 8760 heures de l'année, une centrale photovoltaïque va fonctionner un peu plus de 1000 heures et une centrale éolienne un peu plus de 2000 heures. Ça fait 12-15% dans un cas et 25% dans l'autre. Alors bien entendu, les gens qui gagnent leur vie dans l'éolien, ils ne parlent jamais en kilowattheure produit, ils parlent uniquement en kilowatts ou en mégawatts installés, bien entendu, parce que ça multiplie par 3 ou 4 l'image qu'ils se donnent. Respecter l'environnement, la faune et la flore, préserver le patrimoine et promouvoir le tourisme industriel. Des milliers d'emplois mobilisés autour d'un écosystème de PME françaises, des investissements conséquents dans la recherche et dans la formation et un prix compétitif. 1000 MW permettra de couvrir la consommation d'1 600 000 consommateurs français. Donc il compare la puissance de la ferme éolienne qui est créée à la puissance installée et demandée à Bordeaux. Mais ça n'a pas de sens parce que si Bordeaux n'avait que cette centrale-là, ça veut dire que les gens ne regarderaient pas la télévision tous les soirs, ils la regarderaient un soir sur 3. Donc on est dans un machin qui est totalement bidon, précisément parce qu'il y a de l'intermittence et qu'il n'y a pas de stockage. Et donc ça, on voit cette je ne sais pas si c'est un mensonge, mais enfin, ça y ressemble quand même, ce tour de passe-passe, là, de prestidigitation, qui est présenté quotidiennement. On lit ça dans la presse pratiquement tous les jours. Ça n'a pas de sens. Je vais pas ramper devant la fée électricité. À partir de maintenant, les Simpsons vont vivre par intermittence. Vous avez des jours où l'éolien représente 20 ou 30% de la totalité de ce qui est produit dans la journée, parce qu'on est en hiver et que le vent souffle beaucoup. Mais au mois d'août dernier en France, vous avez eu des jours où la contribution de l'éolien à la production électrique globale était inférieure à 0,5%. Sauf que, est-ce que le jour où c'est 0%, vous acceptez de ne pas regarder le journal télévisé à 8 heures? Non, vous voulez toujours regarder le journal télévisé à 8 heures. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de garder des moyens pilotables. Et ces moyens pilotables, vous les mettez en route quand il n'y a pas assez de vent pour vous fournir votre électricité.
Donc en fait, ce que vous allez faire dans des pays à très forte pénétration de l'éolien et du solaire, comme le Danemark, l'Espagne ou l'Allemagne, c'est que vous allez garder le parc pilotable que vous aviez déjà, et vous allez rajouter par-dessus un parc éolien et solaire qui vous fournit de l'électricité, d'autant plus qu'il y a du vent et du soleil. Mais vous n'avez pas supprimé le parc pilotable pour autant. Quand les éoliennes baissent de puissance, ou quand le photovoltaïque baisse de puissance, quand il y a un nuage qui passe, à ce moment-là, il faut instantanément pouvoir injecter l'énergie qui manque dans le réseau pour que ça garde la stabilité. Si on repose que sur les énergies renouvelables, il pourrait manquer d'énergie en hiver, quand il y a un anticyclone et quand il fait très froid. Les plus grosses demandes d'électricité ont généralement lieu en février. De hautes pressions sibériennes couvrent l'Europe, il fait très froid et il n'y a ni vent ni soleil. Il faut alors faire fonctionner tous les moyens que la bonne conscience écologique de nos concitoyens réprouve. Donc, il faut avoir la capacité pour répondre à la pointe avec les moyens pilotables. Et donc, on est obligé d'avoir des centrales nucléaires, des centrales à gaz, de l'hydraulique. Ces moyens doivent rester disponibles en permanence pour pallier à ces intermittences. Qu'il y ait 1000 ou 50 000 éoliennes n'y change rien. Sans vent, la production reste nulle. En somme, on accepte de payer très cher une électricité imprévisible, qui ne permet pas de répondre aux demandes de pointe. Depuis 2000, l'Europe n'a toujours pas pu se priver d'un seul mégawatt de puissance pilotable installée. La transition énergétique, c'est la sobriété, mais c'est aussi la diversification des sources de production et d'approvisionnement. J'ai fixé là encore le cap. La part du nucléaire dans la production d'électricité sera ramenée de 75% à 50% à l'horizon 2025. Lutter contre le CO2 en se passant progressivement d'une source d'électricité qui n'en produit pas est le pari énergétique dans lequel la France s'est lancée. En prenant l'exemple allemand, nous allons voir qu'avec le développement massif d'éoliennes, on aboutit souvent à l'exact opposé de l'effet recherché. On l'ignore, mais la transition énergétique allemande, le plus important projet politique depuis la réunification, est bel et bien en train d'échouer. En 2011, Angela Merkel prend une décision historique, abandonner le nucléaire d'ici 2022. Dès 2011, 8 réacteurs sur 16 sont mis à l'arrêt. Mais comment l'Allemagne a-t-elle compensé leur disparition ? Elle s'est d'abord appuyée sur les centrales à charbon. Certaines mines à ciel ouvert tournent encore à plein régime. Dans le même temps, les Allemands vont aussi investir sur les énergies renouvelables. Bilan 5 ans après, la part du nucléaire dans l'électricité a chuté à 13%. Celle des énergies renouvelables a fortement augmenté. En investissant massivement dans le renouvelable, la chancelière espérait baisser en même temps les émissions de CO2, mais les résultats se font attendre. Effectivement, en 5 ans, les émissions de CO2 n'ont quasiment pas diminué. Les Allemands ont historiquement une... je ne sais pas si je dois dire une haine, mais je pense qu'on n'en est pas très loin, du nucléaire qui n'a rien à voir avec celle qu'on a en France. Ils ont un sentiment antinucléaire extrêmement puissant. Et par ailleurs, l'Allemagne n'est pas du tout un pays rationnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'Allemagne est un pays romantique. Alors quand c'est une bonne idée, c'est parfait. Quand c'est une mauvaise idée, ils vont très très loin dans la connerie, puisqu'ils exécutent magistralement, avant de changer de direction. Alors en plus, ils ont fait un pari industriel. Ils se sont dit, on va être les premiers en Europe à industrialiser les ENR. Ils ont commencé à faire plein de panneaux solaires chez eux et plein d'éoliennes chez eux, jusqu'au moment où les Chinois sont rentrés dans la danse. Et en fait, comme c'est de l'industrie ordinaire, les éoliennes et les panneaux solaires, ils se sont mis à produire pour moins cher que les Allemands. C'est pas de la machine-outil sophistiquée, hein.
Une fois qu'ils étaient pris à leur propre piège et que par ailleurs l'électricité augmentait chez eux pour leur économie, ils se sont dit c'est pas plus mal si ça se met à augmenter chez les autres. Depuis 2010, l'Allemagne a investi plus de 30 milliards par an dans l'implantation d'éoliennes et de photovoltaïques. Et l'on prévoit une facture globale de plus de 500 milliards à l'horizon 2025. Alors que cette transition était supposée faire baisser la facture, le prix de l'électricité en Allemagne est aujourd'hui à plus de 45% supérieur à la moyenne européenne et 2 fois supérieur à celui de la France. Et, sur un plan climatique, le résultat est encore plus déprimant. Malgré les 30 000 éoliennes implantées en Allemagne et les centaines de milliards déjà mis sur la table, leurs émissions de gaz à effet de serre peinent à diminuer significativement. L'électricité allemande, le mégawattheure allemand, reste l'un des plus sales d'Europe. Depuis 2002, on voit que solaire et éolien ont nettement augmenté pendant que les filières conventionnelles, elles, restaient parfaitement stables. Et on voit l'augmentation des filières solaire et éolien, des énergies renouvelables, parce que les moyens conventionnels sont programmables, les moyens renouvelables sont intermittents, et pour dimensionner un parc de production d'électricité, on a besoin d'une production garantie par des moyens programmables au moment où on en a besoin, c'est-à-dire au moment des pics de consommation. Et pendant les pics de consommation, les moyens intermittents ne garantissent pratiquement rien du tout. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Alors si nous parlons chiffres, en 2002, l'Allemagne disposait de 100 milliards de watts, 100 gigawatts de puissance pilotable. En 2019, l'Allemagne dispose en puissance pilotable de 100 milliards de watts. 100 gigawatts, exactement pareil. C'est un peu monté, un peu descendu, etc. Alors il y a moins de nucléaire, ils ont fermé une partie de leur réacteur, il y a plus de gaz. Ce qu'il y a de troublant, c'est qu'au moment où l'Allemagne prend conscience de l'impasse dans laquelle elle est engagée et essaie de ralentir le développement des éoliennes en réduisant progressivement les subventions, que la France décide de limiter. Enfin, je vous rappelle qu'on a une perspective de développement qui est pas mal, puisque l'Allemagne dispose de 5 fois plus d'éoliennes au kilomètre carré que la France, le Danemark 3 fois plus, le Royaume-Uni 2 fois plus. Donc travaillons ensemble, on va y arriver. Et encore une fois, pour que tout le monde s'y retrouve. Merci, Madame la Ministre. Nous sommes ici devant vous avec notre proposition pour un pacte vert pour l'Europe, the European Green Deal. Ce sont les peuples d'Europe qui nous ont appelés à une action décisive contre le changement climatique. À la fin des années 90, donc avant la mise en place de la dérégulation, au moment où ça se discutait, il y avait un organisme qui s'appelle Eurélectrique, dans lequel il y a les représentants de toutes les entreprises d'électricité européennes. Donc, dans cette séance, je dis, mais si vous voulez mettre les producteurs en concurrence, il faut qu'ils aient un accès équivalent à un réseau européen commun. Et je me souviens parfaitement d'un électricien du pool germanique qui s'est élevé et qui m'a dit « Mais attendez, si jamais on avait un réseau unique européen intégré, on serait inondé par l'électricité nucléaire d'EDF. » Et ça, c'était la hantise et la phobie du monde allemand, parce que leur coût de production était à peu près déjà 2 fois plus élevé que les nôtres, et que la production nucléaire du parc installé d'EDF était de très loin la plus sûre et la plus économique d'Europe. La Commission a conclu aujourd'hui qu'elle considère que l'électricité de France a reçu des aides d'État. Les garanties illimitées visées par nos procédures aujourd'hui doivent en tout état de cause être éliminées parce qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire. Les Allemands avaient une énergie abondante, mais pas bon marché, et essentiellement liée aux énergies fossiles et au nucléaire, où ils étaient nettement moins bons que nous, pour des tas de raisons. Bon.
Et donc, ils ont voulu contester ce point et nous mettre à leur niveau. Et ils ont gagné sur la table des négociations à l'intérieur de l'Europe. J'ai vécu ça en tant que président de Gaz de France. J'ai vécu cette espèce d'abandon de l'administration française des positions que nous pouvions avoir en considérant que c'était l'Allemagne qui avait raison et qu'il fallait faire ce que disait l'Allemagne. Les fonctionnaires français qui ont été là ont été plus européens et plus allemands que français. C'est la réalité. Ils avaient cette idéologie profonde, c'est que nous étions le mal parce que effectivement nous avions fait trop de nucléaire. Si jamais on voulait changer notre fusil d'épaule, il y avait une erreur à ne pas faire. C'était de considérer que les énergies renouvelables allaient être l'élément majeur pour nous. C'était l'erreur à ne pas commettre. L'Europe, entre parenthèses l'Allemagne, qui elle avait 4 producteurs d'électricité régionaux, parce que c'est son organisation fédérale, a utilisé ce prétexte pour expliquer qu'eux étaient en concurrence, puisqu'ils en avaient plusieurs, tandis qu'EDF était un monopole et que l'Europe ne pouvait plus accepter les monopoles. Et donc on a décidé de casser EDF en tant que monopole. Donc l'Europe a exigé de séparer le réseau de distribution de la production d'électricité, plus imposer que la production soit coupée en petits morceaux. Donc on a donné la Compagnie nationale du Rhône à Suez à l'époque, qui s'appelle Engie maintenant. On a donné un certain nombre de centrales à charbon, de Charbonnage de France à E.ON, etc. Depuis, on a, s'est développé de façon massive ce qu'on appelle les fournisseurs alternatifs. Depuis 2007 et l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, de nouveaux fournisseurs d'électricité sont entrés sur le marché. Mais qui sait que ces fournisseurs alternatifs s'approvisionnent sur une bourse européenne pour vendre à leurs clients une électricité que pour l'essentiel ils n'ont pas produite? Les concurrents d'EDF en France ne produisent pas 1 kW. Ils vendent de l'énergie d'EDF aux clients d'EDF à des prix bénéficiant de la décote que nous leur octroyons et avec un petit discount par rapport au prix d'EDF. Énergie qualifiée de verte, alors que c'est l'énergie d'EDF. Ce qui amène EDF à, par réaction, parler d'énergie verte pour qualifier sa propre production. Alors, enfin, vous voyez, une espèce de surenchère de communication. Et on a créé, au fond, des traders subventionnés. C'est à ça qu'aboutit cette espèce de confusion générale. À ça, vous ajoutez l'obligation faite au producteur national EDF de mettre le quart de sa production nucléaire à la disposition de ses propres concurrents à un tarif inférieur à son coût de revient. Et on arrive à détricoter tout le système qui avait été construit depuis 1945 ou à peu près. L'Union européenne a ainsi contraint la France à mettre en place un mécanisme consistant à céder le quart de la production nucléaire d'EDF à ses concurrents, à un prix inférieur à son coût de revient. EDF alimente donc ses concurrents en prenant tous les risques de production et d'investissement, tout en les subventionnant pour qu'ils puissent lui prendre des parts de marché. Et donc EDF est en faillite. Je veux dire, peut-être que c'est un gros mot de dire ça, mais enfin on voit bien qu'on ne peut pas vendre à long terme de l'électricité en dessous du prix de revient. Encore une fois, il faut bien que ça profite à quelqu'un. Les Allemands ont clairement un mandat qui est non seulement de supprimer le nucléaire chez eux, mais de le supprimer chez les autres. Ça transparaît dans la réglementation européenne, puisque comme l'Allemagne est la principale puissance européenne, ils sont très influents, et la France se laisse faire, gentiment, ce qui est une honte, mais c'est un autre débat. Et la France ne s'oppose pas du tout assez fortement à cette idée allemande. Et donc c'est une très bonne affaire pour les Allemands de voir l'éolien et le solaire se développer dans les autres pays européens, parce que comme ça conduit le prix de l'électricité à augmenter chez les voisins. Donc les Allemands ne perdent pas un avantage concurrentiel qu'ils avaient en fournissant à leurs industriels de l'électricité à bas prix, parce qu'effectivement la lignite, ça fournit de l'électricité à bas prix tant qu'on se fiche du CO2.
Ajoutez à ça le fait que, je le maintiens, c'est un pays romantique et que donc ils ont une dent contre le nucléaire qui n'est absolument pas rationnelle, totalement, voilà. Et vous avez une explication de la politique allemande et une explication, à cause de leur poids économique, de l'influence de cette politique dans la politique européenne. La concurrence des électriciens traditionnels comme EDF, c'est pas les petits producteurs qui jouent un rôle, si vous voulez, les petits fournisseurs, bien sûr, ils prennent des parts de marché, mais le vrai danger, il n'est pas là. Le vrai danger, c'est soit les groupes étrangers qui, grâce à la libéralisation, peuvent venir, on peut penser aux groupes chinois, soit les Américains, parce que l'Europe, si vous voulez, c'est une zone de libre-échange. Hein, ça, c'est la doxa européenne, vive le marché. Mais les autres pays, ils disent oui, vive le marché, mais chez eux, ils ne font pas vive le marché. Hein. Ils ont des barrières à l'entrée. En même temps, on se dit que si le vent faiblit ici, il va forcir là. Et qu'en moyenne sur l'Europe, il y aura toujours du vent quelque part. Et donc l'intermittence, quand on gère en temps réel l'équilibre offre-demande sur un réseau, c'est vrai que c'est un problème. On a intérêt à atténuer l'intermittence. Alors pour ça, il y a plusieurs voies. La première, c'est de multiplier les centres de production éoliens, par exemple, puisqu'on est sûr qu'il y a toujours du vent quelque part à l'échelle européenne. Et donc, comme il y a toujours du vent de quelque part, il y aura toujours de l'énergie éolienne sur le réseau. Cette diversité va conforter la diminution de l'intermittence. Ce fameux effet de foisonnement est à peu près systématiquement invoqué dans la promotion de l'éolien pour écarter d'un revers de la main les problèmes résultant de l'intermittence. Hélas, ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans la réalité. Il n'existe pas aujourd'hui de foisonnement éolien en Europe, c'est pas vrai. Quand vous faites la somme des puissances injectées sur le réseau de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, vous vous rendez compte que ou bien il y a une dépression sur la façade atlantique et ça produit, ou bien il n'y a pas de dépression et ça ne produit pas. C'est en première approximation à peu près ce qui se passe. Vous n'avez pas d'effet de compensation entre le nord et le sud. Donc ce que vous dit ce graphique, c'est qu'en moyenne, vous n'êtes sur ces 6 mois, vous n'êtes jamais à mieux que la moitié de la puissance installée, que la puissance garantie est une petite fraction de la puissance installée, de l'ordre de quelques pourcents, et vous voyez ici clairement l'intermittence induite que vous devez contrebalancer par soit des barrages, soit des centrales à gaz. Alors les Espagnols ont choisi des centrales à gaz, ce qui maintenant leur coûte bonbon en gaz et en CO2, et ils publient des très beaux communiqués de presse quand c'est l'éolien qui domine, mais enfin ils devraient publier 3 fois plus souvent des communiqués de presse en expliquant que c'est le gaz qui domine. Hein? Ah bah oui, si vous faites venir ici un vendeur de gaz, il va vous expliquer que l'éolien, il trouve ça absolument génial. Moi à Copenhague, j'étais allé au meeting de l'International Gas Union, où tous en chœur, j'étais le seul Français dans la salle, je crois, et il n'y avait pas un journaliste dans la salle. Hein. Et tous en chœur, les gaziers disaient « l'éolien, c'est génial, l'éolien, c'est génial, l'éolien », voilà, tous en chœur. Pourquoi le gaz? Parce que pour produire de l'électricité de façon pilotable, à part l'hydraulique qui est géographiquement limitée, il y a le nucléaire, le charbon et le gaz. Quand on ne veut pas de nucléaire et qu'on ne veut pas de charbon, il reste le gaz. Et le gaz a l'avantage relatif de produire 2 fois moins de CO2 par kilowattheure produit que le charbon. Une centrale à gaz, ça coûte beaucoup moins cher à l'investissement et ça se construit en 18 mois. L'inconvénient, c'est qu'après, il faut du gaz. Et que en France, il n'y a pas de gaz. Et donc, je ne vous dis pas les conséquences sur la balance commerciale de la France, qui est déjà florissante, comme chacun sait. Donc, indépendance nationale, balance commerciale, tout ça, pourquoi? Pour qui? Les gaziers qui ne sont pas complètement idiots, qui savent que dans un réseau électrique, la puissance de stockage, c'est 2% de la puissance de production en moyenne mondiale, se sont dit, on ne va pas mettre du stockage en face des éoliennes et des panneaux solaires, les gens n'y arriveront pas, et du reste, l'expérience leur a donné 100 fois raison. En fait, on va être obligé de mettre des moyens pilotables, et si en plus il y a un mouvement antinucléaire, le grand gagnant, c'est le gaz. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne aussi. Le nucléaire a baissé, le gaz a augmenté. Donc les gaziers poussent très fort depuis 20 ans contre le nucléaire,
parce qu'ils se disent comme ça, c'est nous qui ramassons la mise, et pour le développement de l'énergie éolienne et solaire, en se disant comme ça, on ramasse une deuxième fois la mise. Voilà. Et effectivement, les gaziers n'ont de cesse dans le lobbying de pousser au développement des énergies intermittentes. Regardez le discours d'Engie en France, il est gentiment anti-nucléaire, très pro-gaz et très pro-énergie intermittente. La libéralisation de l'électricité a conduit l'État à privatiser ses bijoux de famille. Prié de briser ses monopoles, il favorisa la fusion de Gaz de France avec Suez en 2008. Puis, le groupe se renomma en 2015 Engie. Premier exploitant d'éoliennes et de photovoltaïques, on en oublierait presque qu'il distribue du gaz. Le gaz est dans l'ADN du groupe, le gaz reste important pour nous, nous avons les infrastructures associées, mais vous avez raison de dire que nous sommes sur l'ensemble de la palette. En France, nous sommes le premier développeur d'éolien et de solaire. Donc effectivement, intéressé par l'ensemble des énergies et convaincu que c'est un mix équilibré qui permet demain à la France d'être compétitive et décarbonée. Nous sommes dans le monde du business et nous sommes dans le monde du symbole. Business, c'est rentable. Symbole, nous sommes verts. Il y a également cet argument qui est que, puisque vous faites beaucoup d'éolien et de solaire, vous allez être obligé d'avoir une deuxième source. Si vous ne voulez pas du nucléaire, venez chez moi, j'ai du gaz. Les intérêts de l'Allemagne ne sont pas les mêmes que les nôtres. Eux misent sur le gaz et la France, pour le moment, n'a pas prévu de se priver du nucléaire. Une sortie du nucléaire serait possible, il suffirait de mettre autant de centrales à gaz comme est en train de le faire l'Allemagne. En Espagne, c'est exactement pareil. L'Espagne a construit depuis le début des années 2000 25 milliards de watts, donc 25 gigawatts d'éoliennes, et dans le même temps, ils ont construit 25 gigawatts de centrales à gaz. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait la preuve que si on construit des éoliennes et des panneaux solaires, on peut se passer des moyens pilotables. Et c'est en cela que le débat économique est tronqué, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas s'en passer, vous ne pouvez pas comparer de l'éolien et du gaz ou du nucléaire, puisque vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. C'est amusant parce que les Allemands, ils font ce qu'ils veulent de l'Europe. Les Allemands, comme ils sont en train de foirer leur transition énergétique, ils vont compenser en achetant du gaz chez les Russes. Ils vont ralentir au maximum la fermeture de leurs centrales au charbon. Et alors les Allemands, on est obligés d'être à plat ventre devant eux. Et il se trouve qu'il y avait des projets d'alimentation de gaz de l'Europe, soit par le sud, soit par le nord. La première alimentation s'est faite par le nord, donc à travers l'Allemagne. Et ils sont en train de négocier Nord Stream 2, qui passera aussi par l'Allemagne. Et le projet d'alimentation de l'Europe par le sud a été abandonné. Ça veut dire que c'est l'Allemagne qui va contrôler le hub gazier. L'Allemagne est donc aujourd'hui politiquement, diplomatiquement, en affrontement assez fort avec la Russie, sauf dans le domaine du gaz, où là, ils se réconcilient. Bon. Il n'y a pas de miracle. Mais quand bien même cette alimentation en gaz provenant de la Russie arriverait à bon port, l'Allemagne manquerait encore de compétitivité par rapport à la France, d'où la nécessité de créer, par la réglementation européenne, un handicap à la France pour lui supprimer un des atouts qui lui reste dans le domaine de la compétitivité industrielle. Cet atout, c'est l'électricité, elle est 2,5 fois moins chère en France qu'en Allemagne au moment des faits, non, pas. Et par conséquent, je comprends parfaitement la réaction allemande. Je la comprends parfaitement. Ce que je ne comprends pas, c'est le manque de réaction de la France au niveau des instances bruxelloises. Je suis une force brute. Je suis le vent, votre allié millénaire. Force inépuisable qui vous entraîne vers l'avenir. Et puis quels sont les concurrents qui arrivent ? Qu'est-ce qui utilise de plus en plus d'électricité ? Parce que si vous regardez en prospective,
quels sont les nouveaux usages de l'électricité? C'est le numérique. C'est-à-dire que de plus en plus, on dit qu'il faut éviter de trop consommer, il faut même réduire la consommation, sauf la consommation d'électricité. Donc, les entreprises du numérique, elles voient bien que le numérique, ça marche avec l'électricité. Donc, les GAFA, elles s'intéressent à l'électricité. Amazon s'intéresse à la fourniture d'électricité et produit de l'électricité aux États-Unis. Donc, demain, les vrais concurrents des électriciens, ce seront bien sûr les pétroliers et puis les GAFA. Parce que les pétroliers, ils savent que demain, le véhicule qui va dominer, ce ne sera pas le véhicule à essence, ce sera le véhicule électrique. Donc il faut être présent dans le véhicule électrique. Donc il faut se reconvertir. Donc le bon exemple en France, c'est Total, qui a racheté Direct Énergie. Donc aujourd'hui, c'est TDE, qui est un des grands concurrents d'EDF. Total est une entreprise d'énergie. Alors on est vu en France souvent comme le pétrolier, j'ai tendance à me décrire comme le chef des pompistes, ben non. Nous investissons également dans les énergies renouvelables, solaire, éolien, j'espère un jour éolien offshore, et ceci va se développer dans les prochaines années. C'est le nouveau visage de Total qu'on voudrait bien que d'ailleurs tous les Français partagent avec nous. On veut développer le véhicule électrique, on veut développer le numérique, on veut développer le chauffage électrique, on veut développer tout ce qui est électrique, mais il faut pouvoir suivre. Et il ne faut pas penser qu'on va compter sur les pays étrangers, parce que le jour où il y a un risque de blackout en Europe, il est pour tous les pays. S'il fait un grand froid en Europe en février 2021 ou 22 ou 23, ce sera vrai pour tout le monde. Risque-t-on une pénurie d'électricité cet hiver? La France a arrêté en juin dernier la centrale nucléaire de Fessenheim. Et paradoxe, ce sont des centrales à charbon qui ont repris du service pour assurer la production. Une aberration écologique. 2 explications pour EDF. 22 réacteurs nucléaires sont en maintenance sur 56. Mais aussi un manque de vent sur l'Europe qui a provoqué l'arrêt des éoliennes. Seule parade, réactiver toutes les centrales à charbon. Il n'y aura pas de blackout. Non, il n'y en aura pas, a priori, si on reste dans le cadre d'un hiver normal. S'il y a des grosses vagues de froid, il peut y en avoir, mais qui seront, encore une fois, circonscrites à certains moments, gérées. Donc, tout ça sera géré. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de blackout. C'est quand même étonnant pour un grand pays comme la France de se retrouver dans cette situation-là, de se dire qu'il y a un doute à certains moments si... L'Australie a été jusqu'à 50% d'énergie renouvelable. Ils ont eu 5 blackouts pendant l'hiver 2016-2017. En 2 mois, 5 blackouts, dont un de plus de 48 heures. Wind power is the subject of a protest in the courts. The energy regulator arguing wind farms contributed to the South Australian statewide blackout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit massivement des cycles combinés à gaz. C'est ce qui va nous arriver, puisque c'est la seule solution. Une fois que la France et l'Europe sera dans le noir, eh bien, on va construire des cycles combinés à gaz. Les gaziers et les pétroliers font avec les éoliennes une excellente affaire. Ils verdissent leur image, revalorisent en douce le gaz, tout en profitant des subventions que l'État leur a accordées. En somme, ils gagnent sur tous les tableaux. Et à la fin, c'est le contribuable qui paie l'addition. Il faut rappeler que sur les 20 dernières années, la production électrique à base de charbon, de gaz et de pétrole a considérablement plus augmenté que la production électrique à base de solaire et d'éolien. Donc on reste aujourd'hui dans un monde fossile et dans un monde où le fossile continue à augmenter plus vite, en tendance évidemment, que les énergies renouvelables. Comme le soleil qui ne brille pas tout le temps, le vent aussi n'est qu'un intermittent. Et c'est aux centrales thermiques de faire tourner la boutique. Toujours besoin de courant même quand le vent nous fait la nique. Bien que tant d'oiseaux s'y soient coupés les ailes, elle pousse à vitesse exponentielle. Plantées dans le béton, crucifiant l'horizon, de la discorde elles sont la fondation. En vérité, en fait de cause climatique, le calcul se révèle diabolique. Il y a tant de profits à la clé pour les lobbies,
la tragicomédie d'une énergie à double prix. En France aujourd'hui, la bonne question c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait remplacer les moyens que nous avons ? D'accord ? C'est quoi les vertus ? Donc on est obligé d'avoir un débat qui est quelles sont les vertus comparées de l'éolien et du nucléaire. On est obligé d'avoir ce débat-là parce que si on veut monter l'éolien dans le système actuel, c'est bien parce qu'on pense que l'éolien c'est plus intéressant que le système actuel. D'accord ? Alors il se trouve que c'est pas mon avis. Il se trouve que mon avis c'est de penser que le nucléaire, à tout point de vue, est mieux que de remplacer ça par de l'éolien. Alors j'ai envie de dire il est fou, c'est risqué, Tchernobyl, Fukushima, etc. Alors oui, je pense tout à fait ça. Alors donc il nous faudrait aussi 1 heure de débat pour savoir, pour distinguer, j'ai envie de dire, le bruit médiatique ambiant de ce que disent les faits en ce qui concerne le nucléaire. Mais au fond, le cœur du débat, il l'a. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de l'éolien, quelque part, vous devez avoir envie du nucléaire, parce que la troisième alternative serait d'avoir envie des combustibles fossiles, et moi j'en ai pas envie non plus. Le nucléaire en France, c'est le dernier avatar du soviétisme. C'est l'opacité, c'est 100% d'argent public et c'est la faillite permanente. On nous propose toujours un avenir radieux, il est toujours plus radioactif. Pour une même puissance, le nucléaire occupe 400 fois moins d'espace que l'éolien. D'un côté, 58 réacteurs produisent de façon pilotable 70% de notre électricité. De l'autre, on a 8000 éoliennes, qui en produisent 6%. Quand le vent le décide. En même temps, si on multiplie l'implantation d'éoliennes, c'est pour une bonne cause, la lutte contre le réchauffement climatique. Mais ici encore, la réalité est là pour nous rappeler à l'ordre. En analysant l'ensemble du cycle de vie des différentes sources d'énergie, l'Agence de la transition écologique a discrètement reconnu que le nucléaire français produisait en réalité 2 fois moins de CO2 que les éoliennes. Or, comme le système électrique français est déjà décarboné à plus de 90%, on comprend bien que les éoliennes ne peuvent constituer une cible efficace pour l'action climatique. Et le pire, c'est que certains responsables pro-éoliens l'avouent volontiers. On peut avoir des débats sur le nucléaire et le climat, mais je suis d'accord avec vous que le nucléaire est largement une énergie décarbonée et qu'il ne faut pas être pour l'éolien parce que le nucléaire nous empêcherait de sauver le climat. Je suis d'accord avec ça. C'est déjà bien. En 2018, une commission d'enquête a reconnu l'inutilité climatique des éoliennes en France. Restée favorable à leur développement, la rapporteuse de cette commission a bien identifié les enjeux du problème. Le jour où les gens vont vraiment comprendre que cette transition énergétique ne sert pas à la transition écologique, vous aurez une réaction de rejet de ces politiques en disant « mais vous nous avez menti en fait ». Il se trouve que l'éolien demande des dizaines de fois plus de métal par kilowattheure produit que le nucléaire, et a fortiori que le gaz ou le charbon, mais le gaz ou le charbon, je ne peux pas en entendre parler parce que ça fait du CO2. Donc si vous n'avez que des éoliennes en France et pas de stockage, la classe de 8h du matin, elle démarre à 8h du matin s'il y a du vent. Le métro qui vous emmène travailler, il avance à 8h du matin s'il y a du vent. Mais si on veut vivre dans quelque chose qui est toujours bâti sur le respect des horaires, on ne peut pas regarder un mode qui n'est pas pilotable seul. Il faut le regarder avec ce qui permet de le rendre à nouveau pilotable, qui s'appelle du stockage. Il se trouve que l'éolien, avec son stockage, coûte plus cher que le nucléaire, tout simplement parce que la physique est reine, et que le nucléaire mobilise beaucoup moins d'espace et beaucoup moins de matériaux que l'éolien, et donc l'éolien sera intrinsèquement plus cher que le nucléaire, nécessairement. En coût global pour la collectivité, nécessairement. L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. Le GIEC le confirme, la Commission européenne le souligne. Plusieurs pays européens comme la Finlande, la Pologne, la République tchèque ou les Pays-Bas se sont engagés dans cette voie en étudiant la réalisation de nouveaux réacteurs nucléaires pour atteindre leurs objectifs climatiques.
Mais cette ambition ne doit pas aller sans une ambition renouvelée pour venir compléter notre ambition nucléaire par de la production d'énergie renouvelable, absolument indispensable, quels que soient d'ailleurs les scénarios, et qui doit fortement augmenter, car la France, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous ni de ses engagements, ni de ses ambitions. Si on disait on remplace une centrale au charbon par du renouvelable, je comprends au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais remplacer du nucléaire par du renouvelable, je dirais, quel est l'argument ? L'argument de diversification, on a vu, c'est un argument qui ne tient pas, c'est psychologique. La haine du nucléaire qui est latente, de mon point de vue irrationnelle, dans la mesure où il y a tout de même des autorités de sûreté très sévères, que la question des déchets nucléaires a été complexifiée totalement, parce qu'il y a des pays où on débat calmement, comme la Finlande ou la Suède, qui ont des solutions définitives de gestion de ces déchets. Et en France, donc, les antinucléaires rebelotent là-dessus. Il faudrait arriver à avoir un débat rationnel. Et pour ça, il faudrait arriver à sortir de l'idéologie. Sur la colline, je pense que ça se passe de commentaires. Quand vous sortez, que vous voyez ça, vous prenez un coup de poing dans l'estomac toute la journée. Vous cherchez un endroit où il n'y a pas ça. Et malheureusement, on est entouré, on est encerclé. Alors voilà, maintenant on me dit, il faut y faire, il faut vivre avec. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. On avait choisi un endroit paradisiaque et on se retrouve à vivre l'enfer. Et le mot est faible. Hein. L'objectif des éoliennes aujourd'hui, ce n'est pas de produire de l'électricité, c'est de produire des euros. Et dans ce contexte-là, le vent devient un tout petit peu accessoire. L'installation d'un parc éolien se joue en deux temps. D'abord, un développeur d'éoliennes contacte les maires de petites communes et lui vante les bénéfices financiers à attendre d'une implantation. En cas d'accord, il monte le dossier, contribue à l'enquête publique et défend le projet devant le tribunal administratif. L'autorisation obtenue est ensuite mise en vente sur le marché mondial. Une fois l'autorisation acquise, l'acheteur devra encore dépenser quelques millions d'euros pour l'acquisition des machines et leur montage. Il vendra ensuite sa production à EDF, qui est tenu de la racheter à un prix supérieur au prix du marché. Même si leur rendement est assez lamentable en termes de production électrique, cela ne gêne pas les promoteurs éoliens, car l'État leur a accordé une double garantie. En volume, leur courant accède au réseau avec une priorité sur tous les autres, et en prix, avec des rentes garanties sur 15 ou 20 ans. Non seulement on s'engage sur un prix fixe pendant 15 ou 20 ans, mais en plus, elle a priorité sur le réseau. Donc, si le vent souffle, on est obligé de consommer cette électricité. Connaissez-vous un industriel qui soit assuré de vendre sa production n'importe quand, même si les gens n'en ont pas besoin ou pas envie, à des prix garantis 3 fois au-dessus de ceux du marché? C'est quand même une équation irrésistible pour un industriel. Donc ceux qui gagnent de l'argent, et parfois qui en gagnent beaucoup, c'est ceux qui peuvent compter sur des prix garantis, sur des aides, des subventions publiques. Alors des subventions publiques, donc financées par des taxes, financées par le consommateur, financées par le contribuable. Enfin, de toute façon, mais c'est un peu le problème, si vous voulez. On a des expériences. Le tarif de rachat garanti ne permet pas toujours de réguler au mieux et d'orienter correctement la production. On a même pu constater parfois qu'il y avait eu des effets d'aubaine, des gâchis de deniers publics et des comportements spéculatifs. Ce n'est pas bon. Si on prend les sites les plus récents, c'est-à-dire raccordés après 2017, un site moyen dégage 31% de résultats nets après impôt sur son chiffre d'affaires. Essayez d'imaginer un business équivalent, vous n'en trouverez pas. D'abord, ça a fait venir toute une horde d'investisseurs étrangers qui n'ont rien à voir
avec le monde industriel, le monde de production électrique, etc. Vous avez des financiers de tout poil, des fonds communs de placement anglo-saxons, etc. Donc, ça a fait venir 200 acteurs qui grouillent sur le marché français, mais n'importe quel élève de première année d'école de commerce c'est construire un business model là-dessus. N'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est d'une simplicité diabolique. C'est à partir de ça que se sont construits les modèles économiques, qui sont tous basés sur un modèle financier qui est simple, ce qu'on appelle le modèle d'effet de levier. L'effet de levier consiste à utiliser l'endettement pour augmenter la capacité d'investissement. Dans l'éolien, les contrats garantis sur 15 ans pour 2 fois le prix du marché permettent d'emprunter 95 pour 5 risqués. Pour maximiser leurs bénéfices, les promoteurs éoliens s'appuient sur 2 techniques. La première stratégie, c'est celle que j'appellerais prends l'oseille et tire-toi. Vous avez des sociétés comme Abowind qui créent des dizaines de coquilles financières et dès que le projet est autorisé et libre de recours, le site est vendu instantanément. C'est-à-dire que les engagements pris vis-à-vis des préfectures sur 20 ans, sur les suivis, etc., walou. Vous avez la stratégie du presse-citron. Alors le presse-citron, c'est une société comme Enertrag, dont toutes les filiales sont complètement intégrées. Ça commence par une filiale pour les études, une filiale pour la construction, une filiale pour la logistique, une filiale pour le financement, etc. Et tous ces sites français ont un capital social de 1 euro. Et tout est remonté jusqu'à la moindre épingle au niveau de la société allemande, y compris la tenue du commissariat aux comptes et des comptes qui sont confiés à une filiale française d'un groupe allemand. Donc ça, c'est la stratégie du presse-citron. On fait du greenwashing? Non. L'objectif de base, c'est de faire du rendement, faire du bénéfice, d'alimenter les fonds de placement, les fonds d'infrastructure, et de rémunérer ses actionnaires. C'est ça l'objectif, fondamentalement. Le reste, c'est d'ailleurs étrange parce que c'est une... tout ça, c'est une alliance complètement improbable entre des écolos anti-nucléaires forcenés et des affairistes de l'éolien. Le meilleur exemple, en l'occurrence, c'est le fondateur de Valorem. Donc, on n'est pas non plus là-dedans complètement philanthrope, faut pas raconter d'histoire, quoi. Donc, on y a aussi intérêt. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est la quintessence de cette alliance entre les écolos antinucléaires et l'affairisme éolien. Ça doit être des affaires de gros sous, parce que ces projets-là sont effectivement capitalistiques, puisqu'il n'y a pas de combustible, donc effectivement, l'investissement de départ est important. Mais il faut que ce soit pas seulement des affaires de gros sous. Il faut aussi que ces projets-là, ils aient les couleurs et les valeurs de l'écologie. Les promoteurs sont extrêmement malins. D'abord, il faut savoir qu'ils agissent tout à fait en catimini. Toute l'astuce, c'est de ne pas apparaître. Donc, on commence par aller voir un maire. On n'en parle pas au conseil. On va voir le maire personnellement et on lui fait miroiter des retombées pour sa commune. On lui fait parfois miroiter des aides qui est une corruption inavouée. Le discours n'est pas un discours écolo. C'est pas le discours je vous donne l'occasion de lutter contre la dérive du climat. Le discours, c'est voilà ce que ça va vous rapporter en termes financiers. À vous, la commune, et puis aux propriétaires privés qui vont accepter de me louer le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne.
La taxe professionnelle, c'était 287 000 francs, 287 240 francs. Avec l'arrivée des éoliennes, on passe à combien? On est passé à 225 000 euros. D'accord, donc là on parle plus de francs, on parle d'euros. On parle d'euros multipliés par 6. Il faut dire que maintenant nous en sommes à quasiment 10 000 euros de revenus par an, par éolienne. Il y a aussi tous les contrats, tous les baux signés pour le passage des câbles, les indemnités de survol. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont imposer des nuisances à leurs voisins, être grassement rémunérés pour ça. Ça se fait légalement et ça crée forcément beaucoup de colère. Dans un premier temps, conseil municipal, on n'était pas forcément opposé à cette implantation. Donc déjà, on a décidé... On a donné notre accord pour l'étude d'implantation, avec bien sûr les éléments que nous avait donnés la société Valorem. Mais on s'est aperçu qu'entre-temps, notamment à l'occasion d'une réunion avec la préfecture du Cantal, et c'était pas forcément le même projet qu'on nous avait présenté avant. Qu'est-ce qui s'est passé lors Mais entre-temps, les éoliennes, elles ont poussé de 50 mètres, c'est-à-dire qu'on nous mettait des éoliennes à 200 mètres sur la commune. Il faut bien l'avouer, pour une petite commune rurale comme la nôtre, l'apport financier n'était pas négligeable. Donc, mais rien que le fait de nous avoir un peu mené en bateau, entre guillemets, par rapport à la hauteur des éoliennes, ça nous a fait réfléchir. Et donc, à partir de là, le conseil municipal, on a décidé d'organiser une consultation. Au-delà de l'approche écologique, il y a autre chose derrière. Je pense que c'est surtout côté financier. Voilà. C'est pas que de l'écologie. Ceux qui sont réellement concernés, on constate tous les jours qu'il y en a qui ne savent même pas que le projet existe ou qui n'y croient pas. Ils ont bien entendu parler d'un vague projet, d'un truc comme ça, mais puis d'un seul coup ils découvrent, alors là, oh horreur, c'est pas du tout un petit moulin, on va leur mettre une machine à 700 mètres de chez eux qui fait au mieux maintenant 150 mètres et au pire 245 mètres. Alors, je ne sais pas si vous voyez une machine de 245 mètres à 700 mètres d'une maison. C'est plus du tout la même chose. C'est pas un petit moulin. Donc, et pour arrêter ça, les gens sont perdus. Du rêve aux réalités, la frontière est pour certains bien amère. Un groupe de 32 citoyens opposés à l'implantation d'éoliennes en a récemment fait l'expérience. Alors, nous avons été absolument abasourdis par le montant exorbitant de la somme que nous demande Total, qui s'élève à 893 000 euros. Il s'appuie sur le motif que nous n'aurions pas eu intérêt à agir. Il est quand même difficile d'admettre que 32 citoyens qui habitent ce village, 3 associations locales, n'aient pas intérêt à agir. Cette ligne d'éolienne qui fera presque 4 km de long, qui représentera une immense herse métallique, va modifier définitivement le paysage naturel des crêtes de Taillard. Le promoteur, quand il met un parc, il sait qu'il va gagner des dizaines de millions d'euros, voire beaucoup plus. Donc une fois qu'un groupe de privés a ça en objectif, rien ne l'arrête. Quand même un n'arrive pas jusqu'au bout, il y en a un autre qui prend le relais. C'est-à-dire qu'il y a des luttes d'associations qui durent maintenant depuis 15 ans. C'est épuisant pour des gens qui n'ont pas d'argent face à des groupes financiers gigantesques. On estime actuellement que 70% des projets sont contestés. C'est-à-dire que dans 7 cas sur 10, les gens se motivent, récoltent les fonds, l'énergie et prennent le risque d'aller au tribunal administratif pour contester le projet. C'est énorme, c'est le taux le plus élevé de toute l'industrie. Il y a une fracture qui se crée dans ces communes. Cette fracture entre ceux qui bénéficient, le très petit nombre, et ceux qui supportent, qui ont à supporter les effets négatifs finalement des éoliennes. Oui, c'est hyper beau. C'est le projet qui se réalise et de savoir que bientôt l'électricité du coin, ça sera avec le vent du territoire.
Nous, c'était vraiment notre idée, c'était d'essayer de faire un parc 100% citoyen. C'est qu'il n'y ait que des citoyens qui, quelque part, adhèrent au capital. Et que demain, si on a des bénéfices, ils soient partagés à un maximum de gens. Si l'on invite le public à participer au financement de l'éolienne, on va s'assurer plus facilement son acceptation. Le problème, c'est que les gens qui investissent, ils vont investir quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Ça va représenter, sur les millions que représente le parc éolien, ça va représenter peanuts, ça va représenter rien du tout. Et ils n'ont, à travers cette somme, aucune influence, bien évidemment, sur les décisions qui sont prises. Vous le savez maintenant, il a été suffisamment martelé. Face au changement climatique, on a une obligation, elle n'est pas négociable. On doit laisser derrière nous les énergies fossiles. Et nous tourner massivement, avec une grande confiance, vers les énergies renouvelables qui sont en train de faire la preuve tous les jours, de manière très spectaculaire, de tous leurs bénéfices et leurs avantages. Création d'emplois dans les territoires. Des innovations pour les entreprises. Et nos entreprises notamment. « 56% des entreprises qui exploitent, qui construisent et qui exploitent de l'éolien en France sont des entreprises étrangères, dont les 2/3 d'ailleurs sont allemandes. Les 44% d'entreprises françaises dont on espère que les bénéfices restent en France, mais ce n'est pas certain, ont en tout cas à acheter des équipements dont aucun ne sont fabriqués en France. Sur les 70 milliards de chiffre d'affaires sur 20 ans, il y en a 40 qui repartent à l'étranger. Ils assassinent les campagnes, ils martyrisent les gens, ils font perdre de la valeur, ils détruisent l'industrie française. Ils vont créer des centaines de milliers de chômeurs. Si EDF s'écroule, 136 000 emplois derrière. Et Mme Barbara Pompili inaugure des éoliennes et veut en mettre beaucoup plus. Le vent fournit près de 7% de notre consommation électrique. Et avec le solaire l'année dernière, l'éolien a permis d'éviter l'émission de 22 millions de tonnes de CO2. Et c'est forte de ce bilan, forte des 82% de Français qui en ont une opinion favorable, que je redis devant vous, devant la représentation nationale, oui, cette technologie décarbonée fait partie intégrante de la solution. Oui, il nous en faut davantage. Ce choix, c'est celui de la raison et de la prévoyance, celui qui nous protégera demain. Il y a un flux massif d'argent qui sort de France au bénéfice d'avoir en France des éoliennes dont tout le monde sait, ou dont tout le monde devrait savoir, qu'elles ne servent à rien qu'à ruiner le système électrique français. Alors, on avait dit que c'était bon pour l'environnement. Je veux dire, il faut revenir là-dessus, on vient d'en parler, ça n'a aucun intérêt pour l'environnement, en tout cas ça ne fait gagner en France pas 1 gramme de CO2. Alors on a dit que c'est bon pour l'emploi. Donc il y avait Areva et Alstom qui étaient les grands champions de l'éolien. Sauf que Areva a revendu à Gamesa, qui a revendu à Siemens, et Alstom a vendu à GE. Il n'y a pas aujourd'hui, tout vient de l'étranger. Alors il y a des vagues d'usines de montage pour faire joli, mais ça ne crée pas d'emplois en France. Les 2 fleurons français, Alstom et Areva, censés partir à la conquête des marchés mondiaux, sont en crise. Ils ont dû vendre leur branche éolien offshore. Alstom a un investisseur américain. Areva, après avoir investi des centaines de millions d'euros, a un groupe germano-espagnol.
Au moment où les grandes surfaces ont commencé à s'installer en périphérie de ville en France, les supermarchés, les hypermarchés disaient « dans mon hypermarché, je crée de l'emploi ». Dans l'hypermarché, c'est totalement vrai. Question, est-ce que globalement dans le commerce, on a créé ou détruit de l'emploi? Là, la réponse est plutôt qu'on en a détruit. Bon. Donc l'éolien, la bonne question, c'est est-ce que globalement en France, ça crée ou ça détruit de l'emploi? Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que ça en détruit, globalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite règle en économie qui est très simple à comprendre, c'est qu'à consommation donnée, à consommation constante, plus la part des importations est importante, plus vous déplacez les emplois de l'intérieur du pays vers l'extérieur du pays, donc plus vous détruisez de l'emploi. Quand vous produisez en France un mégawattheure nucléaire, qu'est-ce que vous importez aujourd'hui? Vous importez l'uranium, et l'uranium vous coûte de l'ordre de 1 € par mégawattheure produit. Produire un mégawattheure nucléaire en France aujourd'hui, ça vous coûte en ordre de grandeur 50 €. Là-dedans, vous avez 1 € importé, tout le reste, c'est de l'emploi français. Si vous passez ça à l'éolien, l'éolien va vous coûter en ordre de grandeur la même chose, en fait un peu plus. Aujourd'hui, ça vous coûte entre 40 et 80 €. Et là-dedans, vous avez 10 à 20 € qui sont importés. Donc quand vous remplacez un mégawattheure nucléaire par un mégawattheure éolien, vous allez augmenter les importations à consommation constante. Et donc, en vertu de ce que je viens de dire, vous allez globalement détruire de l'emploi. Et la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif concret de donner à chacun, les citoyens, les entreprises, les territoires, un mode d'emploi pour agir et pour créer les 100 000 emplois qui sont à la clé. Alors pourquoi est-ce que le consommateur va payer plus cher dans cette histoire? Parce que comme vous avez gardé le parc ancien, vous devez payer le parc ancien, et en plus vous devez payer le parc nouveau, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux solaires. Donc le consommateur, lui, va payer les deux parcs à la fois, et par ailleurs il faut renforcer les réseaux à cause de l'éolien et du solaire, et ça vous allez le payer aussi en France par exemple, dans la facture d'électricité que vous recevez, il y a une part de votre facture qui s'appelle le TURP, le tarif d'acheminement, qui n'est pas à la charge du producteur, qui est la refacturation par RTE et Enedis, donc les opérateurs d'acheminement, de leurs investissements à eux. Donc ils ont besoin eux aussi d'investir pour accueillir ce surplus d'électricité intermittente, parce que comme ça produit moins souvent dans l'année, il faut des puissances plus importantes. Et donc les réseaux, ils sont dimensionnés à la puissance. Puis par ailleurs, il faut raccorder plein d'installations, parce que vous n'avez pas un truc très concentré qui produit à un endroit, comme avec les grosses centrales classiques. Vous avez plein de trucs diffus qui produisent partout, donc il faut raccorder partout. Refacturée aux ménages, la TURP représente aujourd'hui le tiers de la facture d'électricité et va continuer d'augmenter. Le deuxième financement dissimulé concerne le prix de vente garanti. Cette contribution au service public de l'électricité, dite CSPE, a en quelques années augmenté de 650%. Critiquée pour favoritisme par la Commission européenne, elle s'est finalement introduite dans la TICPE, dite taxe carbone. Le principal bilan, c'est que c'est difficile de s'y retrouver, parce que sur les factures d'électricité, c'était très clair. CSPE, contribution au service public de l'électricité, c'est majoritairement les énergies renouvelables, mais en 2016, on a arrêté de mettre cette CSPE sur les factures d'électricité, donc on a l'impression que cette augmentation s'est arrêtée. Mais c'est parce que c'est ce qui a fait sortir les gilets jaunes dans la rue, c'est sur la taxe carbone et sur les taxes sur les carburants que ça a été prélevé. Donc le consommateur d'essence, il ne le sait en général pas, mais une partie des taxes qu'il paye quand il achète de l'essence, eh bien, sert à financer le surcoût des renouvelables. Et là, c'est relativement important. Éolien plus solaire, c'est 7 milliards de subventions par an qui sont cachées dans la CSPE, c'est-à-dire dans le prix de l'électricité. Et maintenant, comme ça ne suffit pas, parce que la CSPE qui augmentait de 10% par an, on l'a mis dans la TIPCE, donc d'où d'ailleurs une petite réaction des gens dans la rue qui disent « Mais attendez, bon, tout ça pour payer qui? Pour payer quoi ?» C'est ça la bonne question.
Alors, il y a un rapport du budget qui montre que la fiscalité énergétique pèse particulièrement sur les plus modestes. Dans le rapport, il montre que les ménages les plus modestes, cette fiscalité énergétique correspond à 4,5% de leurs revenus. Les 20% les plus à l'aise, ça ne représente plus que 0,2%. Et donc c'est les ménages ruraux les plus modestes à qui ça fait le plus mal de payer cette fiscalité énergétique. Ces dépenses massives, pour l'essentiel prélevées sur les consommateurs via la facture d'électricité, auraient pu avoir deux objectifs raisonnables et justifiés. D'une part, agir pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, et aussi contribuer à nourrir des filières industrielles générant de l'emploi sur le territoire. L'ennui est que, comme le conclut la Cour des comptes en 2018, le résultat est climatologiquement parlant dérisoire, par erreur sur la cible de l'action, visant l'électricité au lieu de viser les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, comme le chauffage ou les transports routiers. L'argent investi dans le solaire et l'éolien à fin 2018 en France, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, représente de l'ordre de 120 milliards. Alors donne-moi 120 milliards, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Eh bien, avec 120 milliards, c'est le coût historique de construction du parc nucléaire français. C'est-à-dire le parc nucléaire français qu'on a aujourd'hui et qui nous fournit 70% de notre électricité, il a coûté 120 milliards en coût historique. Avec 40 milliards, donc même pas 120 milliards, je supprime la totalité des chaudières à fioul et à gaz dans ce pays. Avec 40 milliards, je remplace toutes les voitures utilisées en Île-de-France par des voitures à 2 litres au 100 que l'État paye à 80%. Enfin voilà, donc on est en train de manipuler des sommes qui sont absolument faramineuses. Le plan de relance, c'est supérieur au plan de relance de 100 milliards qu'on nous a annoncé pour le Covid. D'accord ? Et ça, la presse n'en a jamais parlé. C'est un truc qui est passé à bas bruit. Donc la presse s'offusque des 10 milliards de l'EPR de Flamanville. Les 120 milliards des éoliennes et des panneaux solaires, on n'en entend jamais parler. Donc on a mis une quantité absolument considérable d'argent dans cette affaire pour ne pas décarboner l'électricité française, puisqu'on remplace du nucléaire. On décarbone un peu l'électricité européenne parce qu'on exporte un peu plus. Mais est-ce que c'est à nous de payer pour la décarbonation de l'électricité des voisins ? Pas complètement sûr. On a détruit globalement de l'emploi. On a fait payer le consommateur plus cher. Alors ça, à la limite, ça ne me dérangerait pas si on avait créé de l'emploi, mais si on détruit de l'emploi, du coup, ça me dérange, parce que du coup, le consommateur ne va pas pouvoir payer pour d'autres trucs où on pourrait créer de l'emploi. Et on a augmenté le risque nucléaire, parce que comme on est obligé de garder les centrales en backup, en fait, on ne va pas beaucoup diminuer la puissance nucléaire avec l'augmentation de la puissance fossile, ou bien on les remplace par des centrales à gaz, mais à ce moment, on augmente le CO2, ou bien on les garde en backup en les faisant moins tourner. Et à ce moment, vous allez avoir moins de recettes pour vos centrales, alors qu'elles vous coûtent la même chose, parce qu'une centrale nucléaire vous coûte la même chose que vous en serviez ou pas. Et donc, vous allez diminuer les moyens dont elle bénéficie pour assurer sa sûreté, et donc vous allez diminuer la sûreté nucléaire. Donc, ce qu'on est en train de faire en France avec l'augmentation de l'éolien et du solaire, c'est un truc de Shadok. C'est très pertinent de remplacer une partie du charbon indien par des éoliennes et des panneaux solaires. J'ai rien contre ça, au contraire. Par contre, en France, dans le cas particulier de la France, les bonnes énergies renouvelables ne sont pas l'éolien et le solaire. Au vent viole comme au soleil d'Icare, on peut brûler ses ailes sans crier gare. Au cri de l'ignorance sur ces gibets de potence, qui nous dira le prix du vent et des oiseaux en transhumance? On vend de l'infox à pertes et fracas. À propos de l'éolien dans les médias, écoutez ces politiques avec leurs choix cyniques. Une éolienne dans son jardin, c'est pas beau, mais ça fait du fric. Alors qu'en France on est indépendant, en énergie sans carbone, on vend du vent. Et c'est en milliers de tonnes que l'on coule et qu'on bétonne le sol de nos forêts puis de carbone. Pendant des années, vous n'aviez pas une pub pour des banques, pour des compagnies d'assurance, pour la vie en général, où il n'y avait pas une éolienne en fond d'écran. Personne ne se posait de question de savoir comment était fabriquée une éolienne, quel était le coût énergétique de la fabrication des éoliennes, les problèmes de recyclage, les terres rares, etc. Tout ça était totalement occulté. Les éoliens, c'était vertueux. Pointe à la ligne, on ne se posait pas de questions.
Une éolienne récente mesure environ 150 mètres de haut en bout de pale. Plus l'éolienne est haute, et plus le facteur de charge est important. Ainsi, les derniers modèles d'éoliennes offshore se flattent de mesurer plus de 250 mètres de haut. Il faut savoir qu'hormis le mât en acier qui peut être facilement recyclé, les autres éléments nécessaires à sa construction ont un impact écologique pour le moins conséquente. Commençons par le socle. La masse de béton nécessaire pour la fabrication d'un socle d'éolienne oscille entre 800 et 1500 tonnes de béton, masse à laquelle s'ajoutent les 50 tonnes de ferraillage. Il faut savoir que le socle d'une éolienne ancien modèle n'est pas réutilisable pour une nouvelle éolienne, ce qui veut dire qu'on va rebétonner à côté. Les pales constituent un autre élément fondamental des éoliennes. Elles doivent allier solidité et légèreté. C'est la raison pour laquelle elles sont fabriquées à partir de matériaux composites, mélange de fibres de verre, de carbone et de résine polyester. Seulement, rien n'y fait. Cet alliage ne se recycle pas. Et bien qu'ils prétendent le contraire, certains promoteurs se voient contraints d'enterrer secrètement les pales. Un reportage diffusé sur France 2 illustre la grande capacité des promoteurs à maquiller les faits. Alors bien sûr, on les découpe d'abord, selon une procédure bien précise, et ensuite on les enfouit. Et l'environnement n'a pas besoin de ça. Mais ces propos spontanés ne sont pas du goût de l'attaché de presse de la société. Mais pourquoi je dois dire ça si c'est pas la vérité? Il lui fait la leçon en aparté. Le sujet semble sensible. Il faut remettre tout ça en perspective. Tu dois dire qu'il n'y a que 5% de l'éolienne qui pose question, qu'on est en train de travailler dessus et qu'on est sur le point de trouver des solutions pour remédier à tout ça. Enfin, une éolienne ne serait rien sans sa nacelle. Elle cache dans ses entrailles toute une panoplie d'équipements, dont un alternateur à aimant permanent, qui est généralement en partie composé d'un alliage de néodyme et de dysprosium, issus de ce qu'on appelle communément les terres rares. Pour une éolienne, il faut environ 200 kg de terres rares. Et pour une éolienne en mer, on utilise près d'1 tonne de terres rares. Les énergies renouvelables fonctionnent grâce à l'utilisation de matières premières qui ne sont pas renouvelables. On ne le sait pas parce que nous avons délocalisé la pollution de ces terres rares, métaux rares dans les années 80. Il y avait une production aux États-Unis, il y avait un raffinage en France. On n'en voulait pas, c'était trop sale. Et les Chinois, au même moment, dans les années 80-90, nous ont dit « Mais vous inquiétez pas, nous on a des réserves, on a des industries, on va salir notre environnement pour que vous puissiez avoir ensuite ces métaux à l'état propre pour les utiliser dans vos technologies. » Donc à l'instant où je roule dans une voiture verte, bien forcément je ne pollue pas, je n'émets pas de CO2, mais toute la pollution en amont pour les métaux et puis en aval pour le recyclage, je ne la vois pas, elle a été délocalisée et je ne m'en rends pas compte au quotidien, mais c'est pourtant la réalité. En faisant corps avec la modernité, les promoteurs éoliens sont parvenus à faire oublier les défauts de leur commerce. De leur blanc immaculé, les éoliennes ne peuvent être critiquées. S'y opposer est mal vu. Cela donne l'impression de lutter à la fois contre le sens de l'histoire et la protection de l'environnement. Et pourtant, il faut savoir qu'une fois arrivés en fin de vie, une simple provision de 50 000 € est prévue par la loi pour leur démantèlement, alors que les devis que nous avons pu nous procurer tournent davantage autour de 400 000 €. Si en fin d'exploitation, les actionnaires évaporés ne veulent pas payer, ou comme ce qui arrive souvent, n'arrivent pas à être identifiés, la désinstallation finira en réalité à la charge des propriétaires des terres, qui n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Quand un site est propriété d'un fonds, le fonds lui-même détenu entre des milliers de porteurs de parts, c'est qui le bénéficiaire effectif? Et quand le site va s'arrêter dans 15 ans, qu'il faudra démanteler, qu'il faudra remettre en état, à qui on s'adresse? La société, si elle a un capital de
1 €, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, quand il faudra démanteler, vous vous retrouverez avec quoi? Vous vous retrouverez probablement, après que la communauté nationale ait payé RES, Abowind, WPD, Enertrag, etc. Après, il faudra remettre en état le site. Je pense qu'il y aura probablement des impôts ad hoc. Parce qu'en France, on sait bien faire de la taxe. Donc, probablement qu'on saura faire ça. Ça sera pour nous. La raison pour laquelle l'éolien en France bénéficiait, parce que je pense que c'est en train de changer, d'une image de marque extrêmement positive, elle est liée à plein de facteurs qui se rejoignent et je ne suis pas complètement sûr que je vais vous discriminer, je vais vous dire c'est celui-là à l'exception de tout autre. Le plus évident, c'est que l'essentiel des gens n'habitent pas à côté d'une éolienne, puisque 80% de la population française est urbaine, et en ville on ne met pas d'éolienne, et même en banlieue on ne met pas d'éolienne. Oui, moi j'adore les éoliennes, j'adore ces moulins à vent, y compris parce dans que des vous n'en avez régions... pas à côté de chez vous, vont vous répliquer ceux qui ont des éoliennes tout près. Donc les éoliennes, si tant est que la proximité de l'éolienne enquiquine quelqu'un, c'est une faible fraction de la population, ça concerne le monde rural. Voilà. Alors ça commence à concerner quelques urbains, parce que les urbains ont des résidences secondaires parfois, et alors quand ils ont des résidences secondaires, ils commencent à être contre. À l'image du parc construit au pied de la montagne Sainte-Victoire, les promoteurs éoliens profitent même du confinement pour bétonner davantage. Un peu partout, les plaintes se multiplient. Tout en reconnaissant l'existence de nuisances psychologiques et financières pour les riverains, en 2020, la Cour de cassation a conclu que l'implantation d'éoliennes ne constituait pas un trouble anormal du voisinage. On peut penser que c'est normal ou anormal. Pour moi, l'information importante, c'est de prendre acte du fait que quand on plante une éolienne, il y a effectivement une dépréciation du patrimoine immobilier à proximité, ce qui peut quand même laisser penser que les gens ne se précipitent pas pour aller habiter à côté. Voilà, je pense que c'est ça la conclusion qu'on doit en tirer, c'est que la grande amour pour les éoliennes, qui selon les promoteurs augmente à mesure qu'on s'en rapproche, ne paraît pas complètement vérifiée par un indicateur important qui est le prix de l'immobilier. Bon, voici une région sacrifiée par les éoliennes, avec un immobilier qui baisse et des maisons qui deviennent de moins en moins vendables facilement. On est assigné à résidence parce qu'on ne peut plus vendre nos maisons, car les gens préfèrent aller acheter dans des régions où il n'y en a pas et où il n'y en aura pas. Donc maintenant, ils commencent à surveiller l'arrivée des projets. Donc résultat des courses, on courbe les chines et on dit « Merci Enertrag, grâce à vous, on va avoir un paysage rural exceptionnel ». Donc la première raison, c'est que les gens voient de loin un bénéfice affirmé qui est c'est une énergie sans CO2 et ne la voient pas de près puisqu'ils n'habitent pas à côté. La deuxième raison, c'est que la mouvance environnementale française et européenne est historiquement née à une époque où le changement climatique n'était pas un problème, mais où le nucléaire était déjà un objet de débat. Greenpeace, je vous le rappelle, est né au moment des essais nucléaires militaires.
Le WWF est né dans les années 60, les Amis de la Terre sont nés au début des années 70. Voilà. Donc tout ça est né à une époque où le changement climatique était totalement inexistant. Il était un tout petit peu présent dans quelques milieux scientifiques, vraiment très très circonscrits, mais globalement, il était inexistant dans le débat grand public. Par contre, le nucléaire, lui, il était déjà visible. Arrive là-dessus le problème du changement climatique. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous essayez de résoudre la quadrature du cercle. Vous êtes anti-nucléaire, donc ce qui vous intéresse, c'est de lutter contre le nucléaire. Il y a le changement climatique, donc on vous parle d'énergie renouvelable. Et alors vous vous dites, les énergies renouvelables qui permettent de lutter contre le nucléaire, enfin, je vais favoriser celles qui permettent de lutter contre le nucléaire. Donc plutôt que de dire du bien de la pompe à chaleur et du poêle à bois, la mouvance environnementale s'est mise à dire du bien des énergies électriques renouvelables. On est très en retard dans cette transition énergétique, qu'on a pris du retard en France dans le développement des énergies renouvelables, qu'on a pris du retard dans la maîtrise de la consommation d'énergie et qu'on a du mal aujourd'hui à avoir en France une vraie transition énergétique. Donc il faut qu'elle se nourrisse de cette mobilisation citoyenne pour qu'on accélère le rythme. En réalité, les liens sont extrêmement forts entre l'industrie éolienne et les associations environnementales. Soit elles sont financées, les associations environnementales sont financées par les promoteurs éoliens, au vu et au su de tout le monde d'ailleurs, sans honte, soit elles ont des partenariats. La Ligue de protection des oiseaux, Greenpeace, France Nature Environnement, Négawatt, WWF. Ces associations diffusent les éléments de langage des promoteurs éoliens vis-à-vis de la population, au niveau national et au niveau local. Et une fois que les éléments de langage ont été diffusés, il faut la traduction politique. Et ça, c'est le rôle d'Europe Écologie Les Verts, qui est le parti central. Yannick Jadot, qui est donc l'ancien directeur des opérations spéciales de Greenpeace, devient patron d'Europe Écologie Les Verts. Sur sa liste aux européennes, dans ses candidats, il a Jean-Yves Grandidier, qui est le patron d'une des principales sociétés d'éoliennes indépendantes françaises. Et on n'est pas surpris ensuite d'apprendre que toutes les lois qui ont libéralisé l'éolienne ou qui ont facilité l'installation d'éoliennes ont toutes été portées par d'anciens d'Europe Écologie Les Verts. Éviter le risque nucléaire, c'est ça l'espoir écologique, c'est justement la révolution énergétique autour de l'emploi et de nos territoires. Je m'excuse de dire ça, c'est entre parenthèses, les écologistes qui ont fait le mal, qui sont en train de détruire la France en croyant faire le bien. Et ils se sont attaqués à des domaines où ils n'y connaissaient rien, où c'était idéologique. Et ils ont fait rêver les gens. Et ils leur ont fait peur. Les médias ont fini par considérer que les antinucléaires étaient des écologistes. Et par un effet retour, les écologistes sont nécessairement des antinucléaires. Et il arrive à un moment donné où, à mon avis, l'incompétence finit par se réfugier dans le dogmatisme. La presse française est une presse miséreuse. Une presse avec de petits effectifs, de petits moyens. En plus, vous avez pour l'essentiel des journalistes des formations littéraires. Donc quand vous avez des gens qui n'ont pas vu de science pendant leur formation secondaire ou supérieure et qui arrivent dans la presse, s'ils n'ont pas un temps important pour s'acculturer à ces notions, eh bien, ils se mettent à embrayer sur ce qu'ont raconté les gens avant eux et à partir dans la même direction, parce que c'est ce qui minimise le temps à y passer avant de commencer à être productif. D'accord ? Donc la ligne de pente, c'est de faire comme les gens qui étaient là avant. Donc la science, ils ne comprennent rien, c'est plein de professeurs nimbus en blouse blanche qui racontent des trucs imbitables, alors que de l'autre côté, vous avez des gens jeunes, sympathiques, qui ont une profession de foi à laquelle on ne peut qu'adhérer. Je veux dire, qui est contre le fait qu'on veuille sauver notre environnement dans lequel on habite ? Qui est contre le fait qu'on veuille préserver notre maison commune ? À part 3 abrutis, personne, quoi. Bon. Donc vous avez des gens qui disent qu'il faut sauver l'environnement, ils sont jeunes, ils sont sympathiques, ils sont souriants, vous allez à l'évidence avoir envie de les écouter. Bon, et s'ils racontent des conneries, vous vous en rendrez pas compte au début. Donc la mouvance environnementale est antinucléaire, historiquement à cause des essais militaires et ensuite du fait qu'ils ont embrayé sur le nucléaire civil. Vous dit il faut sauver la planète, et là-dedans le nucléaire c'est cacaberque, les éoliennes c'est vachement bien.
bah vous allez répéter le nucléaire c'est cacaberque et les éoliennes c'est vachement bien. Puis à force d'avoir répété 200 fois les éoliennes c'est vachement bien, les gens disent les éoliennes c'est vachement bien, surtout qu'ils n'habitent pas à côté. Bon, donc les éoliennes c'est vachement bien. Et puis en plus, comme vous voyez l'image d'Épinal du nucléaire, c'est la tour de réfrigération qui n'est pas propre au nucléaire, hein, qui est propre à toutes les centrales thermiques en bord de rivière. Donc le charbon en a aussi et le gaz en a aussi parfois. Mais comme les gens voient ça en permanence à la télé quand on leur parle de nucléaire, ils voient un machin qui fume, ils se disent si ça fume, c'est bien que ça doit chauffer le climat. On voit bien également, dans un autre sens, le pantouflage, parce que François Brottes, donc député qui établit toutes les lois pour libéraliser l'éolien, se retrouve patron de réseau de transport d'électricité, donc dit RTE. Il a dépassé la limite d'âge et il est renommé à la Cour des comptes. Et corrélativement, il est remplacé, pas par n'importe qui, il est remplacé par le type au gouvernement qui était chargé, en tant que collaborateur ministériel, de la rédaction de cette loi Brottes. Et il prend comme collaboratrice conseillère Pauline Lebertre, qui est la lobbyiste en chef, déléguée générale de France Énergie Éolienne. Donc, dans une institution d'une grande entreprise française, on prend la lobbyiste des promoteurs éoliens et on prend comme patron celui qui a fait la loi qui a libéralisé l'éolien. La boucle est bouclée, voilà, on a à peu près compris l'ordonnancement et les arborescences des promoteurs éoliens qui ont totalement infiltré les institutions françaises et totalement infiltré les entreprises publiques au cœur de l'électricité. Vous avez le discours du promoteur ou du syndicat des promoteurs, très bien, là. Puis vous avez le discours de l'Agence de maîtrise de l'énergie, tiens, c'est les mêmes termes. Puis vous avez le discours du ministère de l'Environnement, des adjoints de Mme Pompili, c'est la même chose. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Quand vous regardez les sondages des Français, sondage après sondage, OpinionWays, Harris, 73 à 77% de gens pour l'éolien. Et quand vous regardez les riverains, il y a la moitié d'entre eux qui deviennent pour après l'installation. On passe à 80%. Donc excusez-moi, vous ne représentez que vous-même et quelques châtelains. 73% des Français ont une bonne image des éoliennes. Mais sont-ils bien informés ? Au fur et à mesure de cette enquête, nous avons découvert que leur développement anarchique a été permis par un puissant écosystème dans lequel des politiques, des groupes d'intérêt économiques, des ONG, des médias et des organismes publics supposés indépendants se trouvent mêlés. L'énergie éolienne bénéficie de la confiance qu'inspirent les qualificatifs utilisés pour la décrire. Verte, renouvelable et durable. Ces concepts sont aussi malléables que percutants et, en définitive, utilisables dans n'importe quel sens. Every market, every opportunity, every day. Goldman Sachs Asset Management. Les promoteurs éoliens ont réussi à installer l'idée que éolienne était égale à écologie. Ce qui est faux, c'est un mensonge. Hein, comme dans 1984, d'Orwell, la guerre c'est la paix, la haine c'est l'amour, voilà. Les éoliennes c'est écologiste. Et on a installé ça dans les livres d'école, sur les sites internet même de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Pour symboliser l'écologie, on met une éolienne. Les promoteurs éoliens viennent faire des concours de dessin d'éoliennes. Donc on a créé une espèce d'état d'esprit, de symboles religieux, de croyances. C'est faux, mais c'est installé dans le crâne. La propagande de l'industrie éolienne use de scènes pastorales ensoleillées dans lesquelles de belles fleurs font écho à la tige des turbines. Cette euphorisation est conduite par le langage. On parle de parcs, de champs, de fermes. À défaut de changer le réel, on le requalifie pour l'embellir.
We are at the beginning of a new wave. And this is the place to be, to invest, to work, to invent, to launch your business, to become a start-upper. Et donc, si vous voulez produire aujourd'hui un champ d'éolien, vous avez les mêmes difficultés quand vous voulez transformer, par exemple, votre porcherie ou votre abattoir. Il faut simplifier ces délais, les raccourcir, pour qu'on aille beaucoup plus vite. Sur le développement anarchique de l'éolien, c'est vraiment un énorme sujet, à la fois des implantations de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille, de forme variable, qui donnent une saturation visuelle, voire un phénomène d'encerclement autour de certains bourgs, qui est absolument insupportable. Il y a l'éolien offshore qu'on a développé et relancé très fortement, mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé, ne veulent plus avoir de l'éolien qui s'installe. Je regarde les choses comme vous, telles qu'ils se passent du territoire. Il ne faut pas l'imposer d'en haut. En dépit de ces déclarations, le président Emmanuel Macron décidait quelques mois après de multiplier par 2 le nombre d'éoliennes. Alors que la France en compte déjà 8000, la loi prévoit de passer à 20 000 d'ici 8 ans. Récapitulons. Alors que l'inutilité de l'éolien pour réduire le CO2 en France est manifeste, que son développement va entraîner des hausses importantes du prix de l'électricité, qu'il va aggraver le déficit du commerce extérieur de la France, qu'il a des conséquences funestes sur la santé des riverains, sur la faune, la flore ou les paysages, les pouvoirs publics continuent de rester sourds. Et pour ne rien arranger, les principes démocratiques se trouvent un à un piétinés. Denis Baupin, député Europe Écologie Les Verts, avait dit qu'il fallait qu'on puisse installer des éoliennes aussi facilement qu'un abri de jardin. Donc c'est quand même très indicatif. Et donc, au travers des lois qui ont été soutenues depuis, depuis la loi Brottes, à peu près 2015, on voit qu'on a réduit comme peau de chagrin les recours des citoyens. Le cadre réglementaire a été pratiquement démoli. Ils ont tout essayé, les tribunaux administratifs, diminuer les temps de recours. Ils sont en train de supprimer les enquêtes publiques parce que ça les gêne maintenant, parce qu'il commence à y avoir des trucs. Non, c'est vraiment une volonté de faire taire les associations et les citoyens français. Nous risquons d'implanter des parcs d'éoliennes dans notre beau département contre l'avis du commissaire enquêteur, contre l'avis des ABF, contre l'avis de la population, référendum populaire 98% contre l'avis des conseils municipaux, unanimement contre l'avis de la communauté de communes, bref. Madame la ministre, on ne peut pas œuvrer dans le sens de l'écologie quand elle est contre la population et les territoires. Donc on voit progressivement, on supprime toute possibilité de recours face à l'injonction des promoteurs aériens. Il faut accélérer la transition énergétique. Il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer. On ne sait pas trop pourquoi, mais il faut accélérer. En tout cas, il faut accélérer les bénéfices et les subventions qui touchent. Ça, on l'a compris. La conséquence concrète, c'est qu'on vit moins bien. C'est une véritable présence parce que ces machines, elles bougent, elles tournoient, elles clignotent, elles font du bruit. Elles attirent le regard. Ces machines nous envahissent dans notre vie quotidienne. C'est pollué chez nous maintenant. Qu'est-ce que c'est pas le prix à payer pour la transition énergétique ? Le prix à payer pour qui ? Pour les gens qui consomment le moins. On est en pleine campagne. Est-ce que vous pensez que c'est la campagne, la race campagne qui consomme le plus ? Au niveau santé, j'ai jamais eu autant de mal à la tête comme depuis qu'il y a les éoliennes. Mais il faut vraiment prouver que ça vient de là, quoi.
Moi j'étais conseiller à l'époque, je ne me suis absolument pas opposé à ce projet parce qu'il est vrai que je ne connaissais absolument rien des éoliennes. Donc quand il a fallu voter sur une étude de faisabilité du projet, j'ai dit oui, de bon cœur. Mais malheureusement, quelques années après, quand ce projet a évolué et que je me suis rendu compte des problèmes de nuisance du fait que j'étais la maison la plus proche, là j'ai totalement changé d'avis et je me suis rendu compte qu'on avait été totalement roulé dans la farine. J'ai la haine après les gens qui installent des choses comme ça. Je ne devrais pas parler comme ça, hein, parce qu'ici on est censé mener une vie paisible, être tranquille avec nos bêtes, mais on vient vous provoquer, on vous fait du mal, vous n'avez rien demandé, on vient, on vous fait du mal. Alors il arrive un moment où il faudrait que les gens ils se réveillent. Il n'y est pas dessous le commun des mortels. Automatiquement, ça embête pas grand monde. Vous voyez, je suis toute seule. Qui s'intéresse à ma vie? Personne. Et surtout pas ceux qui plantent ces monstres d'acier, quoi. Voilà. La vocation première d'un parc naturel régional, c'est l'ancrage des gens au pays. Il est quand même absurde d'inciter les gens à fuir en leur mettant des éoliennes. Je suis arrivé, il y avait 2 classes d'école, il y avait une épicerie, il y avait un restaurant, il y avait un café. Il y a des zéros maintenant, il n'y a plus rien. Qui va venir s'installer là, à côté des éoliennes? Qui va venir? Cela fait bien longtemps que les producteurs éoliens ne sont plus à la recherche de zones venteuses, mais bien de communes nécessiteuses. Outre une redevance annuelle d'environ 7 200 € par mégawatt installé, versée aux communautés de communes et aux départements, les industriels peuvent financer des goudronnages de routes, de l'éclairage public, se substituant ainsi à l'État et au vote. Si l'on additionne les engagements pris dans l'éolien sur terre et en mer prévus pour les 20 prochaines années, le coût à minima de ces dernières serait d'environ 70 milliards d'euros. Avons-nous les moyens de nos illusions ? Vous voyez bien qu'il y a un refus de l'éolien aujourd'hui, parce que les gens se rendent compte ou finissent par intégrer le fait que, oui, mais pas chez moi, hein, comme pour les déchets, le syndrome NIMBY, allez ailleurs, si vous voulez, mais pas ici, parce qu'ici, c'est chez moi. L'éolien terrestre est aujourd'hui extrêmement difficile à développer à cause de ça. Alors du coup, on se réfugie vers l'offshore. Mais l'offshore, ça va être de plus en plus loin, puisque les gens ne voudront pas les voir, pollution visuelle, etc. Cette dynamique de création des emplois, de la croissance verte et de la croissance bleue sur notre littoral est vraiment une chance à saisir. Il faut que vous situiez tout ça, hein, la baie de Saint-Brieuc, magnifique baie, et au milieu, il y aura cet immense parc éolien, 62 éoliennes qui feront plus de 150 mètres chacune, qui occuperont un espace gigantesque de plus de 100 km², qui interdira totalement la pêche sur cette zone, un parc qui va coûter une fortune à l'usager contribuable, puisqu'on est sur un coût de 155 € du mégawatt. Sur 20 ans, le coût de ce seul parc sera de 4,3 milliards. Vous m'entendez bien, mes chers collègues? 4,3 milliards. Une catastrophe économique, une catastrophe financière, une catastrophe écologique. Tout ça se situe au milieu de zones que l'on doit préserver. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et j'espère que nous dirons non à ce projet funeste, qui en plus est un projet totalement étranger, mené par une entreprise espagnole qui s'appelle Iberdrola. Je vous invite à aller voir sur le net, une entreprise très clairement liée aux mafias. C'est cela qui se passe aujourd'hui au large de la Bretagne. Et je tiens ici à le dénoncer publiquement, parce qu'il y a derrière cela des lobbies, il y a derrière cela de gros intérêts, mais nous ne voulons pas nous laisser faire. Presque l'intégralité des centrales éoliennes en mer n'appartiennent plus à des consortiums français. Donc, on a les éoliennes du Tréport et celles de Noirmoutier, qui appartiennent à 60% à un consortium sino-japonais. Pour les éoliennes au large de Saint-Brieuc,
ça appartient 100% à Iberdrola. Et enfin, pour les éoliennes de Fécamp, Corseul et Saint-Nazaire, ça appartient à 49% à un fonds de retraite des citoyens canadiens. Donc on le voit, presque la totalité des éoliennes en mer aujourd'hui ne sont plus contrôlées par des groupes français. Mais c'est très grave. L'écologie qui a conduit à ces éoliennes en mer a disparu. C'est du business. C'est du business avec des subventions. Je me souviens d'avoir signé un contrat avec l'État au titre d'EDF à 280 € le mégawattheure sur l'offshore. Je vendais le même mégawattheure à 44 € à mes concurrents, à 42, d'arrêt. Et j'avais pris aucun risque industriel, je sous-traitais tout. Nous, on n'avait pas de risque industriel, on savait notre coût de revient et on avait un coefficient de marge historique. Alléluia, tant mieux, la mode sert aussi à ça. Mais pour éviter d'être accusé d'être un pilleur de tombes, j'avais voulu arrêter là. Je dis, bon, on a gagné 3 des 4 premiers lots d'appel d'offres, maintenant on arrête, parce que je me sentais légèrement fautif vis-à-vis de notre clientèle et du contribuable, au fond. Je ne suis pas du tout étonné qu'aujourd'hui l'État découvre l'ampleur du désastre financier que ça suscite chez le contribuable. En mars 2018, le gouvernement a déposé un amendement de renégociation du tarif de rachat des éoliennes en mer de ces 6 parcs, en disant que si le tarif de rachat était trop élevé, ils arrêtaient ces 6 centrales éoliennes en mer. Eh bien, contre toute attente, Nicolas Hulot, accompagné d'Emmanuel Macron, alors que la discussion était en cours au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont décidé de proposer un tarif de rachat à 150 € le mégawattheure, hors raccordement. On a dit oui, ça coûte beaucoup, et on a dit mais le raccordement, ça coûte 20 € le mégawattheure, et par conséquent, ce raccordement va être à la charge de l'État. Donc c'est des coûts complètement fous. Je suis en mesure de vous confirmer donc la finalisation et l'accord qui a été obtenu pour ce projet, pour les 6 projets qui étaient en cours d'éolien offshore. Et donc la bonne nouvelle, c'est que, 1, ils sont confirmés, et on peut donc avancer, même accélérer, parce que j'ai compris que tout le monde était dans les starting blocks. 2, nous avons obtenu, parce que ces projets avaient été négociés il y a plusieurs années, donc avec des conditions tarifaires et de subventions qui étaient, il faut bien le dire, totalement déconnectées des réalités actuelles du marché, et c'est normal, c'est la faute à tout le monde ou la faute à personne. La négociation a permis de diminuer de 40% la subvention publique et d'avoir un ajustement des tarifs de 30%. Ce qui veut dire qu'on va économiser, sur la période, 15 milliards d'euros d'argent public pour les mêmes projets, la même ambition, les mêmes tailles de projets. C'est aussi une réponse pour toute une filière que vous représentez, parce que derrière, ce sont des emplois industriels. Il ne faut jamais l'oublier. L'offshore lointain est ruineux, parce que ça pose des problèmes énormes de maintenance, ça pose des problèmes énormes de transport. Donc, est-ce que les gens accepteront durablement de surpayer leur énergie, de rogner leur pouvoir d'achat, parce qu'il y aura des grandes éoliennes à 50 km en dehors des côtes? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne crois pas. Nous rêvons d'une énergie propre, naturelle, produite par nous-mêmes, en fonction de nos besoins, sans risque et sans danger. Alors, comme on nous dit que c'est possible, qu'on va y arriver, que c'est ça la transition énergétique, pourquoi ne le croirions-nous pas? Seulement, la transition qu'on nous propose semble contribuer à accentuer la précarité énergétique, l'injustice sociale et l'accaparement des richesses par une minorité de petits malins qui nous conduisent droit dans le mur. La conclusion qui ressort de cette plongée dans le monde des entreprises éoliennes est que sa réalité ne correspond guère à son image. Ce monde se présente comme un monde de petites entreprises éco-responsables.
Il est pourtant un exemple criant de greenwashing, d'influence des grandes banques et des marchés financiers. Il affirme créer beaucoup et de plus en plus d'emplois. Les chiffres montrent qu'il en crée peu, et de moins en moins dans les pays dans lesquels il s'implante. Bénéficiant simplement de la méconnaissance du public et du soutien de l'étatisme militant, qui, une fois renseigné, osera encore croire que c'est pour sauver la planète qu'on artificialise nos sols. Et puis, il y a aussi l'inquantifiable, le lien qui nous relie à la Terre, le beau, le calme. La présence des éoliennes au milieu de nos champs produit un étrange sentiment d'effraction, de menace, comme si ces créatures échappées du monde industriel étaient venues envahir la nature et lui imposer leurs lois. Combien de turbines allons-nous encore accepter ? Nous savons depuis Einstein qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Néanmoins, chacun des artisans de ce combat de l'ombre le sent. Le vent patiemment tourne. Après avoir été longtemps manipulés, les citoyens s'informent et on risque bien d'être surpris du résultat. Ça fait maintenant 15 ans qu'elles sont là, 100 000 éoliennes qui tournent à tour de bras. Un quart de kilomètre au-dessus de nos têtes, qui sème le vent, récolte la tempête. Il était tout content, monsieur le maire, un fervent opposant au nucléaire. Un grand vent d'enthousiasme a nourri les fantasmes d'une énergie propre et conduit au marasme. Auparavant j'aimais les éoliennes, mais j'ai succombé au chant des sirènes, et j'ai envri le vrombissement de leur valse dans le vent. Adieu nos nuits étoilées, adieu nos belles au bois dormant. Et les vents vont, et les vents viennent, ils font tourner les éoliennes. Qu'à cela ne tienne, semons les graines pour que l'avenir nous appartienne.